Bonjour les TS5. Je voulais reprendre avec vous le contrôle, la correction du contrôle avec l'exercice 2, le constat à l'amiable. Je vous mettrai en plus sur le cahier texte du lundi la rentrée le corrigé téléchargeable. Donc on indique que la mère de Petit Paul, munie de son attestation officielle, se mettre en voiture acheter son pain à la boulangerie. Un matin de printemps qui reste très froid, route givrée, donc les frottements sont négligeables. Et cette condition va être nécessaire pour l'application de ce que nous allons effectivement pouvoir résoudre dans cet exercice. On parle d'un véhicule A et d'un véhicule B. Le véhicule A avance à une vitesse de 30 km/h et le véhicule B à une vitesse de 50 km/h derrière le véhicule A. Il s'agit donc de comprendre que ces deux véhicules se trouvent être dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Jusque-là, aucun n'a eu de problème avec cette question, donc c'est pas ça qui me pose problème. C'est dès la question 2 de comprendre effectivement de quoi il s'agit. Il s'agit en fait de deux véhicules au départ séparés, mais ensuite ces deux véhicules vont former un amas. Donc le système considéré, si on veut appliquer le principe de conservation de la quantité de mouvement, doit être la voiture A plus la voiture B, comme étant en fait deux parties d'un même système, et ces deux parties d'un même système vont être considérées comme étant pseudo-isolées, car la somme des forces extérieures appliquées à l'ensemble du système est égale au vecteur nul. Et en fait, c'est cette condition-là qui va permettre d'appliquer la suite. Pour la question 3, Pour la question 3, ce qu'il fallait bien considérer, c'était en fait deux dates. Une première date avant le choc, avec la voiture A qui avance. J'ai mis un axe, et c'est celui-là que vous avez tous oublié, c'est l'axe effectivement de projection des vecteurs. À comprendre que la vitesse VB et la vitesse VA sont des vecteurs, tous les deux. Si ce sont des vecteurs, il va falloir les projeter sur un axe. De la même manière, après le choc, on considère le même système, A plus B, qui va ensemble avancer à la vitesse V'. Et en fait, on va considérer cette date avant le choc avec cette date après le choc. Tout ceci en tenant compte effectivement de l'axe de projection. Maintenant, si on reprend la question 4, quelle grandeur vectorielle se conserve? Si on a considéré un système pseudo-isolé, donc en reprenant la question 2, et en considérant que le système se trouve à deux dates différentes, le système est pseudo-isolé, entre ces deux dates. De ce fait, la quantité de mouvement avant le choc va être égale à celle après le choc. Donc, ce qu'il fallait considérer, c'était la conservation de la quantité de mouvement. Mais bien évidemment, si on parle de conservation, il fallait bien indiquer les dates à laquelle, c'est-à-dire P avant, P après. Et ensuite, il fallait bien considérer que c'était le système qui est fait des deux véhicules. Donc on va considérer MA, MB, et on va considérer MA plus MB après le choc. Et c'est souvent ça que vous avez oublié. Ensuite, cette relation, elle est vectorielle. Dans la question 5, on demande de déterminer les valeurs des deux quantités de mouvement des deux véhicules avant le choc. En d'autres termes, on cherche PA et PB. Sauf que, ici, si on définit PA, ça va être MA fois VA, scalaire VA. PB, ça va être MB fois VB. Si je reprends les couleurs du schéma, ici j'ai un véhicule A, et donc on va projeter
VA sur X', ce qui va permettre ensuite d'écrire que PA, la valeur du vecteur quantité de mouvement, va être égale à MA fois la valeur de la vitesse. Et souvent, vous avez oublié l'étape principale qui est de projeter la quantité de mouvement sur l'axe XX'. Donc, ce que vous avez mis au départ, vous, c'est qu'un vecteur est égal directement à une valeur. On ne peut pas dire que le vecteur PA soit égal à la valeur de PA. Et de la même manière, on va projeter VB sur l'axe X', ce qui va permettre de donner que PB va être égal à MB fois VB. Ensuite, bien évidemment, vous devez tenir compte de, on convertit la vitesse. Et par contre, vous avez tous été capables de calculer que PA est égal à 7,5 fois 10 puissance 3 kg mètre seconde moins 1 et que PB va être égal à 2,6 fois 10 puissance 4 kg mètre seconde moins 1. Donc bien comprendre que ces valeurs, PA et PB, ne peuvent pas être égales au vecteur PA et vecteur PB. Un vecteur, ça possède un point d'application, une direction, un sens. Ici, vous ne calculez que la valeur du vecteur. Or, vous faites beaucoup de confusion entre ces deux données. Ensuite, pour répondre à la question 6, je remonte ma feuille. Pour répondre à la question 6, il fallait considérer donc après le choc. Mais avant de parler d'après le choc, il fallait commencer par parler de P avant qui va être égal à PA plus PB. Et comme le vecteur quantité de mouvement est égal à une constante, on va pouvoir de la même manière, V' va se projeter sur le même axe et définir un P après le choc qui va être égal à MA plus MB puisqu'on considère bien la masse de tout le système qui va être multiplié par ici, V'. Et là, on a bien une relation entre les valeurs et non pas entre les vecteurs. Donc bien comprendre la différence que quand je marque une flèche, après le signe égal, il ne peut pas y avoir de valeur. En ayant effectivement résolu cette petite équation, vous trouvez que la vitesse est aux alentours de 1,2 fois 10 puissance 1 mètres par seconde. Faites attention que les vitesses étaient données avec deux chiffres significatifs, 30 et 50 km/h. Donc on ne peut pas avoir des valeurs de PA et PB qui soient au-delà de deux chiffres significatifs. Or, vous avez été beaucoup à me marquer des valeurs exactes. Donc je note attention aux chiffres significatifs, première chose. Et deuxième chose sur cette partie-là de l'exercice, vous en aurez une correction détaillée, hein, je vous le dis, c'est effectivement de faire attention que le vecteur quantité de mouvement est très différent de la valeur du quantité de mouvement. On ne peut pas, après un vecteur, si on marque un signe égal, il faut que de l'autre côté, il y ait une flèche. Or, une valeur avec une flèche, ça n'existe pas. Voilà pour ce premier exercice. Il s'agit à présent de revenir sur le deuxième exercice, où vous êtes aussi parti sur des fausses idées. Alors, je rebaisse ma feuille, hop là, pour que vous voyez. Dans ce deuxième exercice, il s'agissait donc de petits Paul qui jouaient au hockey sur gazon, n'importe quoi, au hockey sur gazon. Et pour répondre effectivement à la question de base, on a donné un petit schéma en indiquant effectivement qu'il y avait une vitesse initiale, donc c'était un mouvement dans un champ de pesanteur, donc il fallait identifier le mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, mais on dit bien qu'il lance avec une vitesse initiale qu'on a appelée VB, donc avec une vitesse initiale. Si vous partez avec effectivement la bonne lecture des hypothèses,
vous allez à ce moment-là vous rendre compte que ensuite la résolution du problème est très simple puisque nous l'avons déjà résolu lors du TP. On demande justement à la première question quelles sont les coordonnées du vecteur initial. Un petit schéma. Alors, j'ai repris un morceau du schéma. Sur ce schéma, si je vous le remontre, on avait le point B qui se trouve exactement à cet endroit-là. Donc à t égale 0, on indique sur le schéma qu'on avait une balle qui se trouve au point B et qui va être lancée avec un vecteur vitesse initiale de valeur vecteur VB. Vous avez avec l'horizontale un axe effectivement alpha. Donc si on cherche les coordonnées de ce vecteur, il est facile de projeter, de faire un projeté orthogonal du vecteur VB sur l'axe des abscisses et du vecteur VB sur l'axe des ordonnées. Ensuite, on l'a déjà expliqué, mais je vais le réexpliquer aujourd'hui. VB a donc deux coordonnées, puisque je me trouve dans un plan, et c'est pas la peine d'en inventer une troisième, puisque en fait on est sur un mouvement plan. VBX d'une part, et VBZ d'autre part. Pour retrouver les valeurs de VBX et VBY, je vais commencer par chercher quelle est l'expression du sinus de alpha. Sinus de alpha, ça va être égal à côté opposé. Donc ici, j'ai un angle droit. J'ai un vecteur, allez, appelons-le BAC comme bac. J'ai un triangle rectangle BAC, rectangle en C. Donc le sinus de alpha va être égal à AC sur BA, côté opposé sur hypoténuse, et ça va revenir effectivement que AC va être égal à VBZ sur BA, c'est la longueur du vecteur VB. Et ensuite, si j'essaie d'exprimer de la même manière le cosinus de alpha, cosinus de alpha c'est côté adjacent, en d'autres termes c'est BC sur BA, ce qui va donner VBX sur VB. Donc, la coordonnée du vecteur vitesse selon x va être égale à VB cos alpha et VB sin alpha. Maintenant, si on répond à la question 2, on cherche les coordonnées de ce point B. Ce point B, à l'instant initial, c'est l'endroit où petit Paul a jeté effectivement la balle au départ. Ces coordonnées, c'est-à-dire qu'on cherche les coordonnées du vecteur OB. Ces coordonnées du vecteur OB va être égales à XB et Z de B. On voit effectivement que le point B sur la trajectoire, je reprends l'énoncé, le point B se trouve exactement ici, ce qui veut dire que son abscisse à t égale 0 est égal à 0, et ensuite son affixe est égal à h, ce qui va donner 0 et h. Mais bien comprendre que ce vecteur vitesse initiale, c'est une constante. Ça veut dire qu'en fait, ça correspond à la valeur de la vitesse à t égale 0. Et c'est ça que vous avez du mal à comprendre, c'est que la vitesse, elle varie en fonction du temps. De la même manière, le vecteur OG va être égal à OB à t égale 0. En d'autres termes, ici, on vient de définir les deux conditions initiales. Ces deux conditions initiales, c'est ce qui va nous permettre ensuite d'établir les équations horaires. Ensuite, deuxième erreur que j'ai trouvée souvent, pour pouvoir appliquer la seconde loi de Newton, ce qu'il va falloir arriver à faire, c'est de définir et commencer par définir le système. Le référentiel terrestre supposé galiléen. Et il n'y a qu'à partir de là que vous pouvez faire le bilan des forces. Le bilan des forces, il est très simple ici, nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, c'est le poids. En d'autres termes, nous sommes dans un champ de pesanteur uniforme, je vous rappelle qu'on l'a dit et qu'on l'a identifié dès le départ, dans un champ de pesanteur uniforme, G est constant et tourné vers le bas. Donc on peut le rajouter sur le schéma pour voir ensuite et chercher ses coordonnées. Maintenant, d'après ce bilan, et d'après la seconde loi Newton,